Cette semaine, Francis Lalanne a révélé que le traité de Lisbonne était un traité illégal car un tiers des sénateurs présents pour le vote avaient des mandats expirés depuis un an. Francis Lalanne s'est exprimé sur la chaîne Géopolitique Profonde ainsi que sur Tocsin dans l'émission d'André Berkoff. Quelle est votre position vis-à-vis de ce qui devrait devenir un véritable coup de tonnerre si cela était vérifié, et il semble bien que cela le soit? Pourriez-vous vous en saisir et frapper un grand coup? Oui, alors, on a beaucoup de gens qui nous parlent de cette histoire, qui prend une allure un petit peu désagréable parfois, parce que j'ai vu sur des réseaux sociaux, il y avait quelqu'un qui m'attaquait personnellement en disant oui, Asselineau c'est comme les autres, voilà, il est vendu, il ne veut pas prendre appui là-dessus. Il considère, en fait, il fait semblant de combattre le traité de Lisbonne, en fait, alors que c'est un faux, mais en fait, il le valide. Donc, ça y est. Voilà. Alors, je vais essayer d'être très clair sur ces questions. Ce que dit M. Lalanne est absolument faux. Et donc, je vais l'expliquer pourquoi. Bon. C'est le premier point de ma présentation. Le deuxième point de ma présentation, c'est que je suis fatigué de voir que il y a sur la scène médiatique, y compris d'ailleurs sur certains réseaux sociaux, y compris sur certaines chaînes de la télé web, on sort constamment des nouvelles têtes comme ça pour dire à peu près la même chose que moi, mais pour faire une espèce de brouillage médiatique qui fait qu'on ne sait plus où on en est. Voilà. Et ça, franchement, c'est extrêmement agaçant. Voilà. Alors, entrons dans le vif du sujet. Monsieur Francis Lalanne, qui est un grand chanteur, qui a eu du succès dans les années 80. Enfin, je ne crois pas qu'il soit spécialiste du droit constitutionnel. Il a d'un seul coup expliqué qu'il y avait les sénateurs, un tiers des sénateurs, ceux qui étaient de catégorie A, enfin de la tranche A, parce que les renouvellements se font par tiers, qu'ils avaient un mandat de 9 ans à l'époque, et leur mandat arrivait à expiration en 2007, et il n'avait pas été renouvelé avant donc 2008, avant la fin 2008, et donc ils n'avaient donc pas pu voter comment dirais-je, légalement, un tiers des sénateurs n'auraient pas pu voter légalement le traité constitutionnel européen qui a été voté à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Je crois que c'est en cours du mois d'avril, mai, quelque chose comme ça, 2008. Voilà. Et donc M. Lalanne dit qu'à partir de ce moment-là, il y a un tiers des sénateurs n'ayant pas voté légalement. Tout est faux, tout s'effondre, donc tout ça est un faux, donc ça n'existe pas, etc., etc. Alors là, on part vers quelque chose de complètement fantasmatique. Alors j'ai essayé de rappeler ici quelques vérités fondamentales. Premièrement, M. Lalanne a faux quand il dit que les sénateurs étaient illégaux dans ce poste. Pourquoi ? Parce qu'il s'est trouvé qu'en 2006-2007, il y a eu une conjonction d'élections qui sont arrivées tout au même moment. Il devait y avoir au cours de l'année, notamment de l'année 2007, sauf erreur de ma part, il devait y avoir l'élection présidentielle, les élections législatives, les élections municipales et peut-être encore une catégorie dont je ne me rappelle plus. Peut-être des élections cantonales, je ne suis pas sûr. Il a donc été décidé par le législateur en 2005 de modifier la durée de mandat d'un certain nombre d'élus. La durée, notamment des élections municipales, qui normalement est de 6 ans, eh bien le mandat des électeurs, des gens qui avaient été élus dans des conseils municipaux en 2001, puisque cette élection municipale avait eu lieu en 2001, 2001 plus 6, ça faisait 2007. Et pour que ça ne se télescope pas, effectivement, les élections municipales ont lieu au mois de mars, les élections présidentielles, premier tour au mois d'avril, deuxième tour au mois de mai, les élections législatives au mois de juin. Voilà, le législateur, à juste titre, a pu considérer que ça faisait beaucoup. Et donc, il a été décidé de reporter d'1 an le mandat des élections, le mandat des élus municipaux dans toute la France. Bien. Pour cela, il a été fait mention de l'article 25 de la Constitution. L'article 25 de la Constitution prévoit que c'est la loi
qui fixe une loi organique. Une loi organique, ça veut dire une loi qui est prise dans des formes un peu plus solennelles que les autres, notamment elles ont un contrôle de constitutionnalité obligatoire et automatique et préalable à leur promulgation. L'article 25 de notre Constitution précise que, s'agissant du Parlement par exemple, précise qu'une loi organique fixe la durée des mandats, et puis également toute une série d'autres choses. Fixe la durée des mandats, ça veut dire que c'est pas la même durée tout au long de la Constitution. Sinon, il n'y aurait pas une loi organique fixe la durée des mandats. Sinon, il y aurait dans la Constitution française, par exemple, comme c'est le cas par exemple pour l'élection présidentielle, dans la Constitution, il est bien précisé que le président de la République est élu pour 5 ans. Mais dans la Constitution, allez vérifier, il n'est pas précisé que les sénateurs sont élus pour 9 ans, ou sont élus pour 6 ans, ou que les députés sont élus pour 5 ans. Ce sont des lois organiques qui fixent la durée et qui peuvent éventuellement être modifiées avec l'accord du Conseil constitutionnel. Et c'est exactement ce qui a eu lieu. Alors ça a d'autant plus eu lieu qu'il y avait le mandat des sénateurs qui était de 9 ans avait été jugé trop long et a été réduit à 6 ans. Donc il y avait plusieurs éléments qui se télescopaient pour faire en sorte que les mandats des élus municipaux qui devaient se terminer en 2007 se terminent en 2008. J'en sais quelque chose, j'en ai bénéficié. Puisque j'avais été élu en 2001 conseiller de Paris. Conseiller de Paris, c'est à la fois conseiller municipal de la ville de Paris et conseiller départemental du département de Paris. J'avais été élu conseiller de Paris. Et donc en 2005, c'est en décembre 2005, c'est une loi, je crois, je retrouve ça. Je crois que c'est une loi du 15 décembre 2005. Monsieur Lalanne et tous ceux qui pensent comme M. Lalanne devrait aller se renseigner, il y a une loi du 15 décembre 2005 qui a justement reporté les élections, notamment pour les conseillers municipaux, mais aussi pour les sénateurs, parce que les sénateurs sont justement élus par les conseillers municipaux, par les conseillers de Paris en tout cas. Et cette loi, donc, il a été nécessaire de reporter d'1 an les délais. Et quand je dis reporter, ça veut dire que notre mandat, mon mandat, quand j'avais été élu, avait été un mandat de 6 ans, a été reporté, est devenu un mandat de 7 ans. Et donc il y a eu une élection ensuite. Ça a été décidé, voté par la représentation, par les députés et les sénateurs sous forme de loi organique avec la bénédiction du Conseil constitutionnel. Et donc là, la loi 2005-1562 du 15 décembre 2005 modifie les dates des renouvellements du Sénat. Article 1. À titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article LO 275 du Code électoral, le mandat des sénateurs renouvelable en septembre 2007 sera soumis à renouvellement en septembre 2008. Le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2010 sera soumis à renouvellement en septembre 2011. Le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2013 sera soumis à renouvellement en septembre 2014. Donc la phrase fondamentale, c'est le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2007 sera soumis à renouvellement en septembre 2008. De telle sorte que les sénateurs bénéficiant de cette loi organique, votée par les assemblées, confirmée par le Conseil constitutionnel, ils ont eu 1 an de mandat supplémentaire, comme moi je l'avais eu au Conseil de Paris. Voilà. Et donc ils ont parfaitement pu voter en ayant tous les pleins pouvoirs pour voter. Hélas, par ailleurs, moi je suis contre le traité de Lisbonne, bien entendu. Mais ils ont eu le pouvoir, ils avaient les pouvoirs pour le faire. Voilà. Alors, j'ajoute par ailleurs qu'à supposer même que c'eût été faux, d'abord ça n'aurait pas marché. Il y aurait eu des questions, il y aurait eu forcément il y avait quand même des gens qui étaient hostiles au traité de Lisbonne, des sénateurs, des députés. Il y en a quand même qui ont voté non. Ils n'ont pas tous. Donc il y a forcément des députés, des sénateurs. S'il y avait eu un loup dans le placard, ils auraient évidemment saisi par une QPC une question prioritaire de constitutionnalité. Ils auraient fait un branle-bas de combat général. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savaient très bien que les mandats avaient été prorogés. Voilà. Puis j'ajoute que de toute façon tout ça après est jugé par le Conseil constitutionnel. Enfin, en bref, on est en plein délire. Quoi. En bref, c'est faux. Voilà. Tout est faux. Tout est faux, je suis désolé de le dire. Voilà. Alors, ça c'est le premier point de ce que je voulais dire.
Mais le deuxième point, j'y reviens, c'est que moi, ça me fatigue. Parce que je vois des gens qui me soupçonnent, je l'ai vu, des gens, oui, Asselineau, il n'est pas clair sur le... Ça va. Depuis 18 ans, j'ai pas assez prouvé à quel point je suis quelqu'un de fiable, d'intègre, d'honnête, qui me dévoue pour la cause commune. C'est quoi? Vous croyez vraiment que mon intérêt, ça serait de dire... D'abord, même si ce traité n'avait pas été voté dans les bonnes formes, qui est-ce qui en décide d'ailleurs de toute façon au passage, hein? Parce que ça mène à quoi ce que dit M. Lalanne en définitive? Ça ne mène à rien. Parce qu'il n'a pas les voies et moyens pour obtenir l'annulation du truc. Voilà, ça ne mène à rien. Pas tout à fait à rien. Ça mène en fait, comme je le disais en préalable, à faire une espèce de brouillage. De brouillage qui fait que Asselineau, c'est un parmi d'autres. Voilà. Pourquoi M. Lalanne, d'ailleurs, n'a-t-il pas rejoint l'UPR? Pourquoi il est le 32e ou 33e personne à avoir créé un mouvement politique? Et d'ailleurs, pourquoi M. Lalanne est-il reçu par ChatGPT ou pourquoi est-il reçu par André Berkoff? C'est quand même pas très sérieux du point de vue du journalisme. Mais il me semble que M. Berkoff, quand même, qui est un très grand journaliste, il aurait pu quand même décrocher son téléphone. Il doit bien avoir des copains qui sont au Conseil d'État, dire qu'est-ce que tu penses de ce que dit Lalanne? Et tout de suite, les gens auraient ricané, auraient dit mais non, c'est n'importe quoi. Il a oublié. Voilà. Donc pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Hein. Franchement, c'est des choses où j'ai peur de trop bien comprendre ce dont il s'agit. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye au passage de multiplier les intervenants. Voilà. C'est comme j'ai vu que M. Berkoff aussi, je crois, a ressorti M. Pierre de Gaulle. M. Pierre de Gaulle, avec d'ailleurs j'ai vu un sondage proposé par Sud Radio, est-ce que vous le soutiendriez s'il était candidat à l'élection présidentielle? Pourquoi lui faire ça? Pourquoi sortir M. Pierre de Gaulle, qui est un banquier qui a été dans toute son curriculum vitae, allez vous renseigner. Il a été que dans des scandales financiers les uns après les autres. Après ça, il était banquier en Suisse récemment. Je crois que maintenant, il est en Espagne. Il a demandé et obtenu la nationalité russe de la part de Vladimir Poutine. Moi, vous savez quelle est ma position sur la Russie. Mais je ne vais pas demander la nationalité russe. A fortiori, si vous êtes le petit-fils du général de Gaulle. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon. Et puis, le dernier... Alors, monsieur Pierre de Gaulle, moi, j'ai essayé de le contacter. On lui a proposé de venir. Je voulais l'interviewer sur UPR TV. Il n'a même pas daigné répondre. Un de mes collaborateurs l'a croisé justement à la fête nationale à l'ambassade de Russie, où moi j'avais été invité, je n'avais pas pu y aller, j'étais en Corse au même moment, mais il y avait M. Pierre de Gaulle. Un de mes collaborateurs est allé le voir pour lui dire, voilà, est-ce que vous aimeriez rencontrer M. Asselineau qui... Il dit, non, ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas de politique. Il nous a envoyé avec un mépris d'acier. C'est le mépris qu'il a pour vous, hein. C'est pas seulement contre moi. Et par ailleurs, M. Pierre de Gaulle, il s'est mis à vendre à l'encan tous les souvenirs de son grand-père, y compris, ça me faisait mal au cœur d'avoir vu ça chez Arcurial. J'ai fait une vidéo spéciale. Il a vendu des petites voitures de Gaulle quand il avait 6 ans. Vous vous rendez compte? Ils ont tout vendu. Et c'est lui, d'ailleurs, en particulier, qui a poussé les autres cohéritiers à vendre tout ça. Et maintenant, on nous le représente pour la énième fois, c'est pas la première fois, hein, on nous le représente, il n'a pas de parti politique, etc., on nous le représente comme un candidat potentiel à l'élection présidentielle, mais avec un petit détail, vous l'avez vu chez Berkoff, il est contre le Frexit. Voilà. Nous n'avons pas les moyens, c'est trop dur, ça serait trop difficile, il faut changer l'Union européenne de l'intérieur. Enfin, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Est-ce que vous imaginez De Gaulle, le 18 juin 1940, disant « Françaises, Français, nous allons essayer de changer l'Allemagne hitlérienne de l'intérieur ». Eh bien voilà, Monsieur Pierre de Gaulle, on nous le ressort, mais il y en a d'autres. Hein. Alors j'ai peut-être la dent dure, mais ça va, j'ai connu, hein, j'ai déjà expérimenté 2016. Hein, on va faire une vidéo très spéciale qui va être consacrée là-dessus pour que tout le monde sache ce qui est en train de se tramer. Hein. Il y a d'autres personnalités. En 2016, on nous avait envoyé dans les pattes Montebourg. Montebourg. Pendant toute l'année 2016. Il allait être candidat, c'était le souverainiste, le ministre, et c'est ça. Et donc moi, invisibilisation complète.
d'Asselineau, de l'UPR, du Frexit. Parce que par ailleurs, Montebourg, avec toutes ces deux rodomontades, n'était pas pour le Frexit. Et puis au bout du compte, il n'a pas été candidat. Sauf que moi, j'ai eu 4 semaines ensuite. À partir du moment où il y a eu la liste des candidats, j'ai eu 4 semaines pour me faire connaître. Et j'ai eu droit à 0,8% du temps de parole. C'est-à-dire que c'était impossible, en fait. Et là, c'est la même chose qui est en train de se reproduire. C'est-à-dire que les mois qui viennent, il faut vraiment que vous compreniez ce qui est en train de se passer. C'est que les mois qui viennent, et les années, toute l'année 2026, va être consacrée par les instituts de sondage ayant partie liée avec les médias, travaillent main dans la main, pour mettre sur le devant de la scène des candidats. Certains seront des vrais, d'autres seront des faux candidats. Par exemple, il n'est pas du tout certain que M. Dominique de Villepin sera candidat. Mais en Dominique de Villepin, on nous le présente, 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 etc. Alors que je vois, certes, il a été Premier ministre, mais dans une autre vie. Hein. Quand je vois ses scores sur Internet, quand je vois les réseaux sociaux, il y a 98% des internautes qui lui volent dans les plumes. Je vois que je dois avoir 3 fois plus d'abonnés sur mon compte Twitter. Les vidéos, j'en parle même pas. Donc, eh bien, Monsieur de Villepin, il parle, il est invité partout, mais y compris du TF1 20h, France 2, le 20h, etc. Il est invité régulièrement, mais il avait déjà fait le coup en 2011-2012, et il devait être candidat à l'élection présidentielle, il ne l'a pas été. Voilà, donc il y a, et je vous mets en garde d'ores et déjà, hein, je fais ce que les jeunes appellent du spoiling, les Québécois appellent ça du divulgachage. On va divulgacher au cours des mois qui viennent, à l'avance, tout ce qui va nous être envoyé dans les pattes pour essayer de faire comme si nous n'existions pas. C'est ça le point fondamental. Malheureusement, j'ai l'impression que désormais, il y a certaines radios, télévisions web qui commencent à se lancer dans ce petit jeu. Non, je suis désolé, mais lorsqu'on est comme la France en 1940-41, imaginez ce qu'on aurait fait. Par exemple, ça aurait été sans doute plus habile d'ailleurs de la part de Pétain, de lancer dans les pattes. Il y aurait eu ci, il y aurait un tel. Il y aurait eu, je sais pas quoi. On aurait essayé de travailler. Je sais pas moi, tel ou tel collaborateur de Gaulle. On aurait monté contre De Gaulle, on en aurait fait monter un autre. On aurait fait un qui serait allé aux États-Unis, qui aurait appelé à la résistance, en disant avec une autre Allemagne hitlérienne, etc., etc. Puis on en aurait parlé. Du coup, les Français auraient plus su à quel sein se vouer. C'est exactement ça qui est en train de se produire. Hein. Donc normalement, les gens qui sont bien intentionnés, qui sont honnêtes, devrait se dire que la situation est trop grave pour ne pas se rassembler derrière le parti, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité, qui s'est créé le premier il y a 18 ans et demi pour proposer la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, qui n'a jamais varié, qui n'a jamais fait d'alliance contre nature, comme celle qu'on est en train de voir d'ailleurs au passage arriver pour les municipales, qui a toujours été droit dans ses bottes, qui rallie des gens de droite et de gauche parce que justement nous veillons scrupuleusement à nous tenir au-dessus du clivage droite-gauche et qui explique aux Français que si on ne fait pas ça, si on fait soit l'union des droites, soit l'union des gauches, c'est mort. On reste dans l'Union européenne et c'est mort. Et je suis aussi, et nous sommes aussi, le seul responsable politique et le seul parti politique à expliquer pourquoi est-ce que c'est si important pour l'oligarchie qui tient les manettes d'interdire de facto l'UPR, d'invisibiliser Asselineau et de focaliser ça sur l'union des droites et l'union des gauches, justement pour être certain qu'on ne peut pas remettre en cause ce qui fait la fortune des multimilliardaires qui sont actuellement au vrai pouvoir en France.